30 combattants contre 300. 2 kilomètres de recul pour lesquels un tribunal est requis. Et 25 minutes de combat, à l'issue desquels seuls quelques-uns des 300 Allemands survécurent. Ces chiffres sont ahurissants. Une section ne peut pas anéantir 2 compagnies. Physiquement, c'est impossible. Tous les lieutenants le savent après leur première année à l'école militaire. Mais le commandant de la section de fusiliers lors de la bataille des Ardennes à Koursk l'ignorait. Ou peut-être le savait-il et se moquait-il des manuels scolaires. Quand 300 soldats allemands se sont rués à l'attaque, il a fait demi-tour et a ramené ses hommes. 2 kilomètres, sous le feu ennemi, au milieu du sifflement des balles. L'officier politique a crié dans la radio « Désertion, tirez !» Les Allemands ont crié « Hurrah, les Russes fuient !» Et au bout de 20 minutes, les Allemands ont complètement cessé de crier, car ils pénétrèrent dans un creux entre 2 collines, étroit, long, sans le moindre abri. Et simultanément, 3 équipes de mitrailleuses et 2 mortiers ont frappé sur les flancs. Un sac anti-feu, un modèle classique, le genre qu'on dessine au tableau dans les académies militaires. On ne saurait même pas dessiner à la craie comment 300 personnes tentent de faire demi-tour dans un espace de 50 mètres de large. Comment elles se mettent en rang. Comment, après 25 minutes, il n'en reste plus qu'une vingtaine sur 300. Ils voulaient lui tirer dessus parce qu'il avait abandonné son poste. Ils m'ont ensuite décerné l'ordre de l'Étoile rouge. Ces tactiques furent plus tard décrites dans le manuel comme une fausse retraite avec appât dans un piège incendiaire. Il se souvenait simplement d'avoir chassé des loups étant enfant, dans son village natal, près de Koursk, 30 ans avant la guerre. Maintenant, je vais vous expliquer comment il a fait. Juillet 1943, saillant de Koursk, face nord, secteur de défense du 781e régiment de fusiliers. Le lieutenant Vassili Gromov, posté dans une tranchée, scrutait le champ qui s'étendait devant lui. Du seigle, de l'eau jusqu'à la taille, les oreilles bouchées. Le vent fouettait les vagues sur la mer dorée. Beau. C'est dommage, dans une heure cet endroit ne sera plus qu'un amas de saleté, de sang et de fer. Camarade lieutenant, les Allemands sont en mouvement. Gromov se retourna. Le sergent Koval était son adjoint. Un homme aux larges épaules, originaire de Poltava. Sa voix était calme, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Combien ? Beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de compter. 2 entreprises, peut-être plus. Gromov prit ses jumelles et les pointa vers la lisière de la forêt, à 1,5 km de là. Des chiffres gris, des chaînes. 1, 2, 3. Pas de chars, Dieu merci, uniquement de l'infanterie. Combien en avons-nous ? 30 hommes, 4 mitrailleuses Maxim, 2 mortiers de compagnie. Gromov baissa les jumelles. 30 contre 300. Le calcul est simple, de 1 à 10. Les tranchées sont-elles prêtes ? Prêts, nous les avons terminées avant-hier, profond, avec des rainures. Des munitions ? 300 cartouches par baril, 20 mines par baril. De quoi tenir 2 heures de combat, peut-être 3 si vous économisez. Koval acquiesça. Et puis ? Et ensuite les réservistes arriveront, ils l'ont promis. Gromov sourit. Ils l'ont promis. Ils promettent toujours une réserve, elle arrive rarement. Il leva de nouveau les jumelles. Les Allemands se sont arrêtés à la lisière de la forêt. Ils se regroupent. Des officiers courent le long des lignes en agitant les bras. Ils vont partir maintenant. Vassili Petrovitch ! Gromov se retourna. Koval le regardait intensément. Quoi ? On ne peut pas les retenir. On les a tenus en échec pendant 3 jours, mais ils sont frais et dispos et on n'est qu'une poignée. Ils vont les écraser. L'ordre est de maintenir la position. Je sais, mais les ordres n'annulent pas les calculs. Gromov resta silencieux. Koval avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Ils tiendront 1 heure, 2 peut-être, s'ils ont de la chance. Et puis les Allemands perceront. 30 hommes ne peuvent pas arrêter 300, même dans de bonnes tranchées. Avez-vous une idée ? Koval haussa les épaules. Mourir en beauté ? Gromov sourit. Tentant,
mais sans intérêt. Il regarda de nouveau le champ. Semences. Collines sur les flancs. Le creux entre elles est étroit, long, comme un couloir. Et soudain, je m'en suis souvenu. Hiver 1912. Le village de Berriosovka, province de Koursk. Il a 13 ans, son père l'emmène chasser le loup. Le troupeau avait pris l'habitude de voler les moutons de leurs voisins. Une quinzaine d'entre eux sortirent, armés de fusils et de lances. Le père dit « Vasile, souviens-toi, le loup n'est pas dupe, tu ne peux pas l'affronter de front. Il est plus fort, plus rapide, plus méchant, mais il a une faiblesse, la cupidité. Si tu lui tournes le dos, il te poursuivra, et tu le mèneras là où tu dois aller, droit dans un piège. » Ils attirèrent ensuite les loups dans un ravin étroit et profond. Il n'y avait qu'une seule entrée et une seule sortie. La meute y pénétra, et des hommes armés se tenaient sur les bords. 7 loups furent tués. Aucun ne fut regretté. Gromov abaissa lentement les jumelles. « Forgeron, je vous écoute. Quelles unités avons-nous sur les flancs ? À gauche, Petrenko avec des mitrailleurs, 2 mitrailleuses Maxima, une équipe de mortiers. À droite, Sidorov, également à un poste de mitrailleuse et avec un mortier. Y a-t-il un quelconque contact avec eux ? Oui, sur le téléphone de terrain. Combien de temps faudra-t-il pour les atteindre ? Koval a estimé. Il y a 1 kilomètre jusqu'à Petrenko. Il y a aussi 1 kilomètre jusqu'à Sidorov. Gromov acquiesça. Il observa le creux entre les collines. Long, environ 800 mètres. Environ 50 mètres de large à son point le plus étroit. Le piège parfait. Il suffit d'attirer les Allemands là-bas. Vassili Petrovitch, de quoi parlez-vous ? Gromov se tourna vers Koval. Nous allons battre en retraite. Koval resta silencieux. Pendant 1 seconde. 2. Quoi ? Nous allons battre en retraite. 2 kilomètres, vers le ravin. Les Allemands nous suivront, et lorsqu'ils entreront dans le ravin, Petrenko et Sidorov attaqueront sur les flancs. Camarade lieutenant. Quoi ? Si vous abandonnez votre position, vous êtes abattu. Je sais. On ne peut pas battre en retraite sans ordre. Je sais. Le responsable politique fera son rapport. Qu'il fasse son rapport. Koval le regarda longuement. Puis il hocha lentement la tête. Et si ça ne marche pas ? Alors ils nous tueront de toute façon, juste plus tôt. Et pas par l'officier politique, mais par les Allemands. Koval sourit. Logique. Gromov se tourna vers la tranchée. Les soldats étaient assis en contrebas, vérifiant leurs armes. Certains fumaient, d'autres fixaient le sol en silence. Jeunes. La plupart ont 20 ans, 25 ans au maximum. Il en était responsable. Pour 30 vies. Koval, rassemble les chefs d'escouade. 5 minutes plus tard, 5 hommes se rassemblèrent dans la tranchée. Des sergents et des sous-sergents, bronzés, non rasés. Leurs uniformes étaient couverts de poussière et d'argile. Gromov les regarda. Les Allemands vont attaquer maintenant. 200 ou 300 hommes. Nous ne pourrons pas les retenir. Silence. Par conséquent, battons en retraite. L'un des sergents, Makarov, un roux originaire de Ryazan, eut un mouvement nerveux. « Camarade lieutenant, l'ordre était de tenir la position. » Il y avait un ordre, mais la situation a changé. Si nous restons, nous allons tous mourir. Si nous battons en retraite, il y a une chance. Quelle chance ? Gromov sortit sa tablette et déplia la carte au fond de la tranchée. Voici notre position. Il y a un ravin à 2 kilomètres au sud, étroit, des collines sur les flancs. Petrenko est ici avec les mitrailleurs. Sidorov est là. Je vais négocier avec eux. Nous battons en retraite. Les Allemands nous poursuivent. Ils croient que nous fuyons. Ils pénètrent dans le ravin. Petrenko et Sidorov ouvrent le feu sur les flancs. C'est un piège mortel. Les sergents restèrent silencieux. Ils regardèrent la carte.
Et si Petrenko et Sidorov ne sont pas d'accord, ils seront d'accord. Et si le responsable politique fait son rapport, il fera son rapport. Mais d'abord, il faut survivre. Makarov secoua la tête. Camarade lieutenant, c'est... une désertion? Oui. Officiellement, oui. Mais en réalité, c'était une manœuvre, une fausse retraite. Nous ne sommes pas l'armée de Souvorov. Vous serez abattus si vous manœuvrez sans ordre. Gromov acquiesça. Oui. Mais j'ai deux options. Rester et mourir dans 1 heure, ou battre en retraite et peut-être anéantir les Allemands. Je choisis la seconde. Il regarda les sergents. Qui est avec moi? Koval a été le premier à acquiescer. J'ai eux. Makarov hésita, puis il fit de même. Et moi? Les 3 autres se regardèrent et hochèrent la tête. Bien. Koval, cours voir Petrenko. Explique-lui le plan. Makarov, va voir Sidorov. Vite, ça prendra 10 minutes. Et s'ils refusent? Ils ne refuseront pas. Dites-leur qu'après la bataille, toute la gloire leur reviendra. 300 Allemands, c'est une nomination pour une médaille. Koval sourit. Convaincant. Alors courons, le temps presse. Koval et Makarov sortirent de la tranchée. Ils coururent sur les côtés, se baisirent par petites charges. Gromov les regarda partir. Soit un plan génial, soit un suicide. 10 minutes plus tard, le téléphone de campagne sonna dans la tranchée. Gromov décrocha. Gromov écoute. Camarade lieutenant, sergent-chef Petrenko. Koval a expliqué la situation, je suis d'accord. Dès que les Allemands entreront dans le ravin, nous ouvrirons le feu. Compris. Attendez mon signal. 3 fusées rouges. Mangez. 1 minute plus tard, ils ont rappelé. Sidorov. Je suis d'accord. Gromov raccrocha. Voilà, le piège est prêt. Maintenant, il faut attirer les loups. Il s'éleva au-dessus du parapet et contempla le champ. Les Allemands émergèrent de la forêt. Les lignes se déployèrent et avancèrent lentement. Le seigle s'ouvrit devant eux et des vagues dorées se déversèrent sous leurs pieds. Gromov retourna dans la tranchée. Écoutez les ordres. Les Allemands vont s'approcher à moins de 300 mètres. Les mitrailleurs ouvriront le feu. 2 courtes rafales, et on se repliera. Les mortiers, 2 tirs, et ils se retireront. Le but n'est pas de tuer, mais de montrer de la résistance. Les Allemands doivent croire qu'on bat en retraite sous la pression. Compris? Les combattants acquiescèrent. Nous battons en retraite de manière organisée, par petits groupes. Chacun veille sur son voisin. Si quelqu'un est blessé, nous le traînons avec nous. Nous n'abandonnons personne. Où allons-nous nous replier? Vers le ravin, 2 kilomètres au sud. Vous verrez une étroite vallée entre les collines. On y court, on la traverse en courant et on s'allonge derrière le talus à la sortie. On attend là. Et puis? Et alors, les Allemands pénétreront dans le ravin et ils essuieront des tirs des 2 côtés. Un des combattants, un très jeune homme d'environ 18 ans, leva la main. « Camarade lieutenant, et s'ils ne nous suivent pas ?» Gromov le regarda. « Ils le feront. Quand l'ennemi fuit, ils le poursuivent. C'est instinctif, comme un loup. » L'homme hocha la tête sans grande conviction. Gromov sortit un pistolet lance-fusée de sa poche. Il vérifia les munitions, 3 fusées rouges. Signal pour Petrenko et Sidorov. Il s'éleva de nouveau au-dessus du parapet. Les Allemands se sont approchés à moins de 500 mètres. Ils avancent en ligne régulière. Ils ne sont pas pressés. Ils sont confiants. 400 mètres. 350. Mitrailleuses, préparez-vous. Le cliquetis des boulons. Les bandes de mitrailleuses tendues. 300 mètres. Feu! 4 Maxims se mirent à parler en même temps. De courtes salves. Trr, 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 trr. Les Allemands tombèrent. Certains dans le seigle, d'autres à même le sol. Quelques silhouettes restèrent immobiles. Les mortiers tonnèrent, 2 fois. Des explosions retentirent dans les chaînes. La terre se souleva. « Ça suffit! Retraite !»
Les mitrailleurs arrachèrent les bandes de munitions. Ils saisirent les mitrailleuses Maxim par leur support. Ils s'enfuirent. Gromov se releva de la tranchée et regarda autour de lui. Les soldats coururent vers le ravin, par petites ruées, accroupis, bien, organisés. Il regarda le champ. Les Allemands se relevèrent, les officiers crièrent. Les lignes reprirent leur marche en avant, plus rapide. Quelqu'un a crié « Les Russes fuient! En avant !» Gromov sourit. « Allons-y, bien sûr, allons-y. Pas de votre part, mais jusqu'à l'endroit où vous mourrez tous. » Il fit demi-tour et courut après les siens. Le seigle fouettait mon visage. Le sol sous mes pieds était dur et sec. J'avais du mal à respirer. Il faisait chaud. Juillet. Le soleil tapait fort sur mon dos. Des tirs de mitrailleuses ont éclaté derrière nous. Les balles sifflaient au-dessus de nos têtes. Gromov ne se retourna pas. L'essentiel, c'est le rythme, ni trop rapide, ni trop lent. Les Allemands doivent constater que les Russes battent en retraite, mais ils ne doivent pas les rattraper prématurément. Plus loin, un ravin apparut, une étroite bande de terre entre deux collines. Encore 1 kilomètre. « En avant! N'arrêtez pas !» Les soldats couraient. Certains étaient à bout de souffle, d'autres trébuchaient. Mais tous couraient. Gromov se retourna. Les Allemands poursuivaient. Au milieu d'une foule dense, plus enchaînée, juste une masse compacte, poursuivant les fuyards. Bien. Absolument bien. Ils ont perdu le fil de leurs actions. Ils sont désorganisés. Les officiers sont incontrôlables. L'avidité. Une avidité de loup. Ils aperçoivent une proie et se précipitent dessus. Gromov sourit. Encore 500 mètres jusqu'au ravin. 400. 300. 200. Au ravin! Tout le monde au ravin! Les combattants se sont engouffrés dans un passage étroit entre les collines. Gromov fut le dernier à arriver en avion. Il se retourna. Les Allemands sont à 300 mètres. Ils courent. Ils crient quelque chose. Ils agitent leurs mitrailleuses. 300 personnes, peut-être plus. Cette masse entière va maintenant pénétrer dans un ravin de 50 mètres de large et finira dans un hachoir à viande. Gromov continua sa course. Le ravin est long, environ 800 mètres. Le sol est compacté, des rochers affleurent et l'herbe est aplatie. Les flancs des collines sont escarpés, d'une vingtaine de mètres de haut. Les sommets sont déserts. Mais Gromov savait qu'il n'était pas vide. Là, Petrenko et Sidorov sont allongés avec les mitrailleurs, attendant le signal. Il sauta hors du ravin et tourba derrière le talus. Les soldats étaient déjà allongés là. Ils respiraient bruyamment. Leurs visages étaient rouges. La sueur ruisselait sur leur front. « Tout va bien ?» Koval acquiesça. « Tout est en place. »« Y a-t-il des blessés ?»« Non. » Gromov sortit un pistolet lance-fusée. J'ai regardé l'entrée du ravin. Les Allemands ne se sont pas encore présentés. Deuxième. 2. 3. Et les voici. Les premières silhouettes se précipitèrent dans le ravin. D'autres suivirent. D'autres encore. Foule. Masse grise. Ils ne regardent pas autour d'eux. Ils ne jettent pas un coup d'œil en arrière. Ils courent tout droit devant. Pour les Russes. Gromov attendit. Les Allemands remplissaient le ravin, entièrement serré, épaule contre épaule. 300 personnes dans un couloir de 50 mètres de large. Maintenant. Gromov leva le pistolet lance-fusée et tira. L'étoile rouge s'est envolée dans le ciel. Deuxième. Troisième. Et les mitrailleuses tonnaient depuis les collines. D'abord à gauche, ensuite à droite. De longues files, à travers la masse dense du ravin. Les Allemands n'ont pas immédiatement compris ce qui se passait. Ils ont couru et sont tombés. Et ils ne comprenaient pas d'où venaient les tirs. Alors nous avons compris. Quelqu'un a crié « J'ai essayé de me retourner, j'ai couru vers le bas. » Mais d'autres arrivaient déjà par derrière. Ils avançaient. Ceux qui étaient derrière n'avaient pas encore vu le feu. Ils ignoraient que la mort les attendait. Écrasés. Gromov regarda depuis derrière le talus.
Les mortiers grondaient. Des explosions retentissaient au centre du ravin. Des corps étaient projetés en l'air. Les mitrailleuses ne cessaient de tirer. De longues rafales. L'eau dans les douilles se mit à bouillir. De la vapeur commença à s'échapper. Mais ils en tiraient. Les Allemands se précipitaient autour du ravin, cherchant un abri. Mais il n'y avait rien. De la terre nue, des rochers, rien. Quelqu'un essayait d'escalader la colline, gravir la pente, s'accrocher à l'herbe, tomber, dévaler la pente. Les balles frappaient d'en haut, d'en bas, dans le dos, dans la tête. 25 minutes. Gromov a chronométré le tout. Des mitrailleuses et des mortiers ont fait feu dans le ravin pendant 25 minutes. Et puis ils se sont calmés. Silence. Gromov se leva, prudemment. J'ai regardé dans le creux. Le sol était gris. Gris de corps, gris d'uniforme. Quelqu'un d'autre bougeait, gémissait, essayait de ramper, mais la plupart restaient immobiles. Koval se tenait à proximité. Dieu. Gromov resta silencieux. 300 personnes pénétrèrent dans le ravin. Seuls quelques-uns sont sortis. Il aperçut plusieurs silhouettes qui couraient en arrière, vers la forêt. 15, peut-être 20. Le reste est ici. Koval se tourna vers lui. Vassili Petrovitch, c'est... quoi? 300 personnes. Gromov acquiesça. Je sais. Il baissa les yeux. Ses mains tremblaient, légèrement. Il serra les poings. 300 personnes. Il les a tuées. Non, il n'a pas tué. Guerre. Mais tout de même, il les a menés dans un piège, comme des loups dans un ravin, et ils sont tous morts là-bas. Camarade lieutenant! Gromov se retourna. Le combattant courut vers lui. Son visage était alarmé. Quoi? L'officier politique est arrivé. Il vous demande. Il dit qu'il va vous dénoncer pour désertion. Gromov sourit. Bien sûr, commissaire politique. Il s'avança jusqu'au bord du talus et regarda en direction du quartier général. Une Willy s'était garée là. À côté se tenait un officier politique, le capitaine Orlov. Un homme trapu d'une quarantaine d'années, le visage rouge. Il se tenait là, les mains sur les hanches. Gromov s'avança vers lui. Les combattants se séparèrent et observèrent. L'officier politique l'aperçut et s'avança. « Lieutenant Gromov, camarade capitaine, vous avez quitté votre poste sans ordre. » « Oui. »« C'est de la désertion. » »« Non, c'est une manœuvre. »« Mais quelle manœuvre de dingue! Tu courais !» Gromov le regarda dans les yeux. « Camarade capitaine, venez avec moi. » Il fit demi-tour et se dirigea vers le ravin. L'officier politique suivait en marmonnant quelque chose. Gromov le conduisit au bord du talus et lui montra du doigt. « Regardez. » L'officier politique regarda. Il se tut. Il chercha longtemps, en silence. Puis il dit doucement « Combien ? 300, peut-être un peu moins. Et vos pertes ? 0. » Le responsable politique se tourna vers lui. « Comment avez-vous attiré dans un piège, comme des loups ?» Le conseiller politique le regarda longuement, puis il hocha lentement la tête. « Je le signalerai quand même. » Rapport. L'officier politique se retourna et se dirigea vers la Willis. Gromov resta debout sur le quai. Le forgeron s'approcha par derrière. « Vassili Petrovitch, et maintenant ?» Gromov haussa les épaules. « Maintenant, nous attendons. Soit ils nous abattront, soit ils nous récompenseront. » « Et s'ils vous tirent dessus ?» Gromov sourit. « Mais nous mourrons magnifiquement. » Koval sourit en guise de réponse. Ils restèrent là, à contempler le ravin, la terre grise, les corps. Et quelque part au siège, une machine à écrire s'activait déjà. Elle rédigeait un rapport. Le lieutenant Gromov a quitté son poste sans autorisation. Ou le lieutenant Gromov a détruit 2 compagnies ennemies. L'avenir nous dira ce qu'ils écriront.
Vassili Gromov est né en 1910 dans le village de Berezovka, dans le gouvernement de Koursk. Le père est chasseur, la mère est issue du milieu paysan. La famille est nombreuse, 6 enfants. Vassili est l'aîné. Dès l'âge de 7 ans, il aidait son père. Il posait des collets pour les lièvres, vérifiait les pièges et dépeçait les animaux. À partir de 10 heures, je suis allé chasser avec un fusil. Mon père me l'a appris. Vassil, ne prends pas la bête par la force. Utilise ton intelligence. Le loup est plus fort que toi. L'ours t'écraserait. Mais tu es humain. Tu as un cerveau. Réfléchis. Guide la bête là où tu le souhaites. Et ensuite, frappe. Gromov se souvint. En 1922, mon père est mort, de la grippe. Il a succombé en 3 jours. Vassili a 12 ans. Il est l'aîné de la famille. Je suis allé travailler, comme chasseur, pour mon père. J'ai ramené du gibier, je l'ai vendu au marché de Koursk, de l'argent pour les mères, pour du pain, pour les enfants. C'était dur, nous avions faim, mais nous avons survécu. En 1928, j'ai été enrôlé dans l'armée, j'avais 18 ans. J'ai servi dans l'infanterie, comme simple soldat, puis comme sergent-chef. Il avait appris à se battre, du moins c'est ce qu'il croyait. En 1932, il fut démobilisé et retourna au village. J'ai travaillé dans une ferme collective, d'abord comme archiviste, puis comme contremaître. Je me suis marié. Anna vient d'un village voisin, calme, simple. 2 enfants sont nés, un fils et une fille. Nous vivions normalement, pas riches, mais pas affamés non plus. En 1939, la guerre contre les Finlandais commença. Ils m'ont appelé, encore une fois. Gromov a combattu pendant 3 mois, en Carélie, le gel, la neige jusqu'à la taille. Des Finlandais en tenue de camouflage blanche tiraient cachés derrière les arbres. Il était légèrement blessé, un éclat d'obus dans l'épaule. Rentré chez lui en mars 1940, en juin 1941, il y eut une nouvelle mobilisation, déjà pour toujours. Anna le raccompagna à la gare. Elle tenait sa fille dans ses bras. Son fils se tenait à proximité, silencieux. Il avait 8 ans. « Reviendras-tu » Gromov acquiesça. « Je reviendrai. »« Vous le promettez » ?»« Je le promets. » Il la serra dans ses bras. Il embrassa les enfants. Il monta dans la calèche. Le train s'est mis en marche. Il ne les revit jamais. Les Allemands occupèrent le village en octobre 1941. Il n'apprit la suite des événements qu'après la guerre. Ou peut-être qu'il ne l'a pas su. Tout dépendra de comment les choses se dérouleront. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, nous sommes en juin 1941. Un train se dirige vers l'ouest, vers la Biélorussie. Gromov conduisait et regardait par la fenêtre. Forêt, champs, village. Tout cela ne tardera pas à devenir une façade. Il ignorait alors que 2 ans plus tard, il se retrouverait au saillant de Koursk et qu'il attirerait les Allemands dans le ravin, comme des loups dans un ravin. Si je savais, je rirais. Gromov se retrouva au front en juillet 1941. Front de l'Ouest, direction de Smolensk. Il a combattu comme simple soldat, puis comme sergent, puis comme lieutenant subalterne. 2 ans de guerre, des retraites, des encerclements, des percées. En juillet 1943, il était lieutenant, commandant de section de fusiliers. 781 régiment de fusiliers. Les hommes du peloton ont changé. Certains sont morts, d'autres sont arrivés. Gromov a survécu. Il ignorait pourquoi. La chance ou autre chose. Peut-être est-ce un instinct de chasse, pressentir le danger, apercevoir un piège. Mon père me l'a appris. Vassil, le plus important à la chasse, c'est l'attention. Regarde autour de toi, écoute, sentis. L'animal laisse toujours des traces. Il suffit de les remarquer. Gromov observa, écouta, renifla. Et il a survécu. Et il pensait aussi. Je n'ai pas simplement obéi aux ordres, j'ai réfléchi au pourquoi. Pourquoi? Comment? Les commandants n'appréciaient pas toujours cela. Gromov, un ordre est un ordre, point final. Camarade capitaine,
Mais si nous les attaquons de front, ils vont nous mitrailler. Et vous suggérez? Attaquez-les par le flanc, par le ravin. Ils ne nous attendront pas là. Le ravin n'est pas indiqué sur la carte. Je l'ai vu hier, lors de ma mission de reconnaissance. Le capitaine le regarda, longtemps. D'accord, essayons. Si ça ne marche pas, vous en serez tenu responsable. Ça a fonctionné, généralement. Pas toujours, mais plus souvent que d'autres. En juillet 1943, Gromov commandait un peloton depuis 6 mois. Les soldats le respectaient. Peut-être ne l'aimaient-ils pas, mais ils le respectaient. Parce qu'il prenait soin d'eux. Je ne l'ai pas jeté au hachoir, j'ai cherché d'autres solutions. Pourquoi attaquer de front quand on peut venir par le côté? Le commandement l'a également remarqué. Le commandant du bataillon, le major Sokolov, a dit un jour « Gromov, vous êtes un lieutenant étrange. » En quel sens, camarade major? Vous réfléchissez trop. Un lieutenant ne devrait pas réfléchir. Un lieutenant devrait exécuter. Mais si j'y réfléchis, les gens survivront. Ou alors tout le monde mourra parce que vous avez eu une mauvaise idée. Alors je mourrai le premier, avec eux. Le major a ri sous cape. C'est exact. L'essentiel, c'est que nous ne fassions ensemble. Ils étaient assis dans un abri creusé dans la roche, buvant de l'alcool dans des chopes en émail. Sur la table se trouvait un morceau de saindoux et du pain. Le commandant alluma une cigarette. « Gromov, d'où viens-tu » ? « Région de Koursk, village de Berezovka. »« Que faisiez-vous avant la guerre » ? « J'étais chasseur, puis j'ai travaillé dans une ferme collective. »« Un chasseur » ? « Oui. » Le major acquiesça. « Je vois. C'est pour ça que tu perçois si bien la bête. »« Quel animal ?»« Allemand. On ne se bat pas. On chasse, on traque, on attend, puis on frappe. » Gromov haussa les épaules. « Mon père m'a appris ça. Il disait « Un animal est comme un homme, ou un homme est comme un animal. » Ils pensent de la même façon. Êtes-vous d'accord? Gromov prit une gorgée d'alcool et grimaça. « Je ne sais pas, mais un Allemand, c'est comme un loup. Fort, rapide, mais avide. Montrez-lui la proie et il bondira. Et ensuite, vous pourrez le capturer. » Le major le regarda. Idée intéressante, mais elle ne fonctionne pas toujours en pratique. Ça marche, si on s'y prend bien. Le montrerez-vous un jour? Gromov sourit. Si l'occasion se présente. Il s'est présenté, dans 2 semaines. Saillant de Koursk, front nord. Les Allemands sont passés à l'offensive. Chars, infanterie, artillerie. Les unités soviétiques tinrent bon. Par endroits, elles battirent en retraite. Ailleurs, elles contre-attaquèrent. La section de Gromov tenait une position défensive sur la colline 232. C'était un point stratégique. Celui qui le contrôlait la route vers Ponyri. Les Allemands l'ont compris, et ils ont fait pression sur eux. 3 jours de combat, attaque après attaque. Le peloton a tenu bon, mais il était en train de fondre. Ils étaient 40 au début, il en reste 30. Les munitions commençaient à manquer. Il n'y avait aucun endroit où évacuer des blessés. Ils gisaient là, dans les tranchées. La commande arriva le 4e jour. Tenez bon à tout prix. Gromov lut et pensa « À n'importe quel prix, combien cela coûte-t-il? Les 30 cadavres ?» Il sortit de l'abri et observa la situation. Les tranchées sont criblées d'obus. La terre est mêlée aux corps de soldats allemands morts. On y voit des cratères de mines. Les soldats étaient assis, appuyés contre les parois des tranchées, le visage gris de fatigue. Le forgeron s'approcha. « Vassili Petrovitch, les Allemands se préparent. Les services de renseignement ont transmis leur rapport. 2 compagnies. Elles passeront à l'aube. » Gromov acquiesça. « Combien de personnes avons-nous » ? 30. 5 d'entre eux ont été blessés. Des mitrailleuses ? 4 Maxim, mais la bande est laissée pour 2 combats, maximum. Des mortiers ? 2. Minute 20 chacune. Gromov leva les yeux au ciel. La nuit tombait.
Vassili Petrovitch, nous ne pouvons pas les retenir. Je sais. L'ordre était de tenir bon. Je sais. Le forgeron resta silencieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Gromov se tourna vers lui. Te souviens-tu que je t'ai parlé des loups? Comment vous ont-ils attiré dans le ravin? Oui. Alors nous ferons la même chose. Sauf qu'au lieu d'un ravin, ce sera un creux. Au lieu d'hommes armés de fusils, Petrenko et Sidorov avec des mitrailleuses. Koval resta silencieux, puis il hocha lentement la tête. C'est de la folie. Oui. Ils vont nous tirer dessus? Peut-être. Mais y a-t-il une chance? Manger. Koval sourit. Alors essayons, ça ne peut pas être pire. Gromov lui donna une tape sur l'épaule. C'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Ils sont retournés au banc des joueurs. Gromov déplia la carte. Il observa le ravin, une étroite bande de terre entre les collines. Parfait. L'essentiel maintenant est d'attirer les Allemands là-bas. Et pour cela, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils croient que les Russes fuient. Il faut qu'ils craquent. Il faut qu'ils aient peur. Les loups poursuivent toujours leur proie en fuite. Gromov le savait. Mon père me l'a appris. Vasile, le loup est intelligent, mais l'instinct est plus fort que la raison. Montrez-lui une proie et il oubliera toute prudence. Il se jettera dessus. Et vous, vous le guiderez là où vous devez aller. Gromov plia la carte. Tout est décidé. Demain, soit ils anéantiront 2 compagnies allemandes, soit ils seront eux-mêmes anéantis. Il n'y a pas de troisième option. Il est sorti du banc des joueurs. Nuit noire. Seules des fusées éclairent le champ au loin, puis elles s'éteignent. Gromov alluma une cigarette. J'ai pensé à Anna, aux enfants, au village. Y retournera-t-il un jour? Je ne savais pas. Mais s'il meurt demain, au moins sa mort ne sera pas banale. Au moins, sa mort aura eu un sens. 2 compagnies allemandes. C'est un nombre important. Il tira une bouffée. La fumée lui brûla la gorge. De l'autre côté, dans la forêt, il y avait aussi des gens assis, des Allemands. Ils fumaient. Ils pensaient à leur pays, à leur famille. Demain, beaucoup d'entre eux mourront. Gromov le savait. Et je n'ai rien ressenti. Ni pitié, ni colère. Travailler, chasser. Les loups ont pénétré sur son territoire. Il va les attirer dans un piège. Et les tuer. Comme me l'a appris mon père. Il finit de fumer. Il jeta son mégot. Il l'écrasa du pied. Demain sera une journée intéressante. L'aube du 5 juillet 1943 était calme. Gromov s'est réveillé à 4 heures du matin. Enfin, non. Il ne s'est pas vraiment réveillé. Il n'avait pas vraiment dormi. J'étais allongé sur une couchette en planche dans l'abri creusé dans la tranchée. Je fixais le plafond de terre. J'entendais Koval ronfler dans la couchette voisine. Pensez. Le plan est simple. Trop simple, à vrai dire. Montrer aux Allemands que le peloton bat en retraite. Attirez-les dans le ravin. Attaquez-les sur les flancs. Mais que se passe-t-il si ça ne marche pas? Et si les Allemands ne les suivent pas? S'arrêtent-ils? Se retranchent-ils et appellent-ils des renforts? Et si Petrenko et Sidorov n'ouvraient pas le feu à temps, auraient-ils peur? Ou n'auraient-ils tout simplement pas vu le signal? Que se passera-t-il si l'officier politique fait son rapport avant que tout ne se produise? Enverront-ils un détachement de blocage? Il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas de réponse. Gromov se leva et sortit du Dugout. Le ciel s'éclaircissait à l'est. Une bande grise au-dessus de la forêt. Les étoiles s'estompaient. Il fait froid. Il y a de la rosée sur l'herbe. Un brouillard épais plane au-dessus du champ. Il marcha le long des tranchées. Les soldats dormaient. Certains dans les tranchées, d'autres sur le parapet. Ils se couvraient de leurs manteaux. Des casques étaient à proximité. Des jeunes visages.
Des garçons, essentiellement. Gromov s'arrêta à un. Le soldat Joukov, 19 ans, d'Orel. Roux, des taches de rousseur. Premier combat il y a 3 jours. Il a bien résisté. Pas de lâcheté. Il dort avec son sac de voyage sous la tête. Sa respiration est régulière. Il sourit à quelque chose dans son sommeil. Je rêve probablement d'une maison, ou d'une fille. Gromov le recouvrit mieux avec son par-dessus. Celui-ci glissa. Ce garçon réussira-t-il aujourd'hui ou non? Cela dépend de la précision du plan. Gromov est passé à autre chose. Le mitrailleur Sergueïev était en poste. Il ne dormait pas. Il fumait. J'ai regardé le champ de bataille. « Tu n'arrives pas à dormir, Sergueïtch » Sergueïev se retourna. Un homme d'une trentaine d'années. Son visage était marqué par le temps, profondément ridé. Ses yeux étaient fatigués. « Je n'arrive pas à m'allonger, camarade lieutenant. » Gromov s'assit à côté de lui. « J'ai l'impression qu'il va faire chaud aujourd'hui, » dit Sergueïev en tirant une bouffée. « Les Allemands se préparent. Ils ont travaillé toute la nuit. »« Tu as entendu les machines ?»« Entendu. Ils font venir des chars, ou de l'artillerie, difficile à dire, mais quelque chose de lourd. » Gromov acquiesça. Sergueïev a raison. On entendait bien le cliquetis des rails la nuit, lointain mais distinct. « Sergueïtch, dites-moi franchement, vous êtes un vieux soldat, vous combattez depuis 1939. » « Depuis le 38e pour être exact, à San. »« Exactement. Nous avons de l'expérience. Pensez-vous que nous pouvons tenir le coup aujourd'hui ?» Sergueïev resta longtemps silencieux. Il fuma, puis il cracha. « Nous ne survivrons pas. » « Pourquoi ? » « Nous sommes peu nombreux. Ils sont nombreux. Arithmétique. »« Et si vous ne l'affrontez pas de front ?» Sergueïev le regarda. « Comment autrement ? Retraite, à pas, attaque. Comme les loups ?» Gromov était surpris. « Comment savez-vous ?» Koval discutait hier. Il disait qu'on attrapait des loups comme ça quand on était gamin. « Eh bien oui, » Sergueïev sourit. « Seuls les loups, ce ne sont pas des Allemands. Un loup est plus stupide. Un Allemand, il est dressé, discipliné. Mais il est aussi avide. Il verra l'ennemi fuir et se lancera à sa poursuite. Et s'il ne me poursuit pas ?» Gromov haussa les épaules. « Alors nous mourrons ici, dans les tranchées, comme prévu par l'ordre. » Sergueïev sourit. « C'est logique. Alors il vaut mieux essayer. Ça ne peut pas être pire. » Il finit de fumer et jeta son mégot. « Vassili Petrovitch, je vais être honnête. Je suis épuisé. 5 ans de guerre, 5 putains d'années. Les Finlandais puis les Allemands. Je veux rentrer chez moi, retrouver ma femme, retrouver mon fils. Il a déjà 12 ans. Je ne l'ai pas vu depuis 4 ans. Tu verras. En êtes-vous certain ? Non. Mais je ferai en sorte que vous le voyiez. » Sergueïev acquiesça. « Alors je suis avec toi. Où que tu me dises d'aller, j'irai, même si c'est l'enfer. » Gromov lui donna une tape sur l'épaule. « Nous n'irons pas en enfer. Nous y enverrons les Allemands. » Sergueïev sourit. Ils s'assirent et regardèrent le ciel s'éclaircir. Quelque part, un coq a chanté, sans doute dans un village à environ 3 kilomètres d'ici, ou peut-être plus dans un village. Il n'y a peut-être même plus de village. « Vassili Petrovitch, tu crois vraiment que ça va marcher ?» Gromov resta silencieux. « Je ne sais pas, mais c'est notre seule chance. Si nous tenons bon face à eux, ils nous écraseront en 1 heure. Si nous battons en retraite et les attirons dans un piège, peut-être survivrons-nous plus longtemps. Et si le responsable politique fait son rapport ? Il fera son rapport après la bataille. Pour l'instant, il faut qu'on survive. » Sergueïev acquiesça. Le ciel s'est encore éclairci. Une traînée rose traverse la forêt. Le soleil est sur le point de se lever. « Sergueïtch, rassemblons l'équipage. Ça va commencer. » Sergueïev se leva et donna un coup de pied au garçon qui dormait sur le plateau. « Lève-toi, Petka.
pour le combat. Gromov poursuivit son chemin. Il réveilla les soldats, brièvement, sans un mot de trop. « Levez-vous et prenez les armes. » Ils se levèrent, s'étirèrent, bâillèrent, vérifièrent leurs fusils et leurs mitrailleuses. Certains mâchaient des biscuits, d'autres buvaient de l'eau d'une gourde. Koval sortit du banc de touche, le visage froissé par le sommeil. « Vassili Petrovitch, êtes-vous prêt ?»« C'est prêt. Avez-vous prévenu Petrenko et Sidorov ?»« Je l'ai signalé hier. Ils disent être prêts. Ils attendent le signal. »« Parfait. Il ne me reste plus qu'à attendre les Allemands. » Comme par magie, des coups de canon ont retenti derrière la forêt. Un coup, un deuxième, un troisième, puis une salve. Des dizaines de canons simultanément. « Aux tranchées !» Les soldats se jetèrent dans les tranchées et se plaquèrent contre les murs. Les obus ont commencé à tirer. Sifflement, intensification, dégoûtant, se transformant en un cri strident. Frappé, la terre se souleva, l'onde de choc frappa les oreilles. Deuxième, troisième. Des obus ont explosé sur les positions, des projections de terre, de fumée et de feu. Gromov était allongé au fond de la tranchée, la tête entre les mains. Koval est tombé non loin de là. Ses yeux sont grands ouverts. Il respire rapidement. « Est-ce la première fois que vous êtes sous le feu des critiques ?» Le forgeron secoua la tête. « Le troisième, mais je n'arrive pas à m'y faire. » Et ce n'est pas nécessaire. Ceux qui s'y habituent sont perdus. Les obus continuaient de tomber. Le sol trembla. Les parois de la tranchée s'effondrèrent. La poussière m'envahit les yeux et le nez. Gromov regarda sa montre. 10 minutes de bombardement. 15, 20, puis le silence se fit. Silence. Contre nature. Les oreilles bourdonnent après le rugissement. Gromov leva la tête. « Vivant ?» Voix des tranchées voisines. « Vivant ! Il y a de l'ordre ici. Notre Vaska est blessé. Des éclats d'obus dans la jambe. Bandez-le !» Gromov regarda hors de la tranchée. Le terrain est labouré. Il y a des cratères. La terre est retournée. Un des abris s'est effondré. Mais dans l'ensemble, les tranchées sont intactes. Elles tiennent bon. « Vassili Petrovitch, regarde !» Gromov se retourna. Le forgeron désigna le champ. Les Allemands sortaient de la forêt. Chaîne, longue, uniforme gris. Casque, mitrailleuse prête à faire feu. Gromov prit les jumelles et les pointa. 2 compagnies, peut-être un peu plus. 300-350 hommes. Ils marchent en formation déployée, avec assurance, lentement. Des agents devant, avec des tablettes. Ils crient quelque chose. « Mitrailleuse, préparez-vous !» Le cliquetis des boulons. Sergueïev est derrière la Maxime. Il vérifie la bande. Il pose les mains sur les poignets. Laissez-les s'approcher à moins de 300 mètres. Ensuite, tirez 2 rafales et battez en retraite. Compris ? Il est clair. Gromov regarda de nouveau les Allemands. Ils se rapprochèrent. 400 mètres. 350. Ils marchent enchaînés, serrés les uns contre les autres, épaule contre épaule. Cibles idéales pour les mitrailleuses. Mais Gromov n'avait pas besoin de les abattre. Il lui fallait les mettre en colère. Leur opposer une résistance. Et ensuite s'enfuir. 320 mètres. 300. Feu! Les 4 Maximes se mirent à parler. Ligne courte. Trrr, 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 trrr. Des brèches apparurent dans les lignes allemandes. Des soldats tombèrent. Certains tombèrent et ne se relevèrent pas. D'autres s'étendirent dans le seigle. Les policiers ont crié et agité les mains. Les chaînes se remirent en mouvement. Plus vite. Les mortiers ont tonné. 2 fois. Des explosions ont retenti dans les chaînes. Des corps ont été projetés en l'air. « Ça suffit! Repliez-vous! Vite !» Les mitrailleurs ont arraché les bandes de munitions et se sont emparés des mitrailleuses Maxime. Gromov sauta hors de la tranchée. « Suivez-moi! Courez !» Il a couru, sans se retourner.
J'ai entendu le bruit de pas derrière moi, la respiration lourde des soldats. « Continuez, chant, seigle jusqu'à la taille !» Épis de grains fouettant le visage. Le sol est dur, poussiéreux. Des cris retentissent derrière nous. « Les Russes fuient! En avant, à leur poursuite !» Gromov souriait en courant. Ça avance, ça fonctionne. Il se retourna, les Allemands se lancèrent à leur poursuite, en masse compacte. Ils perdirent leurs repères. Ils se mirent à courir, criant, brandissant leurs mitrailleuses. 300 personnes, ou plus. Tous trois poursuivaient désormais 30 Russes. Avidité. Ils aperçoivent une proie et oublient toute prudence. « Vassili Petrovitch, c'est loin ?» Koval courait à leur côté, le souffle court. Son visage était rouge. « 1 kilomètre, soyez patients. » Plus loin, un ravin apparut, une étroite bande de terre entre les collines. Encore 800 mètres, 700, 600. Des tirs de mitrailleuses ont éclaté derrière nous. Des balles sifflaient au-dessus de nos têtes. « Pliez !» Les combattants coururent, presque pliés en deux. Quelqu'un a trébuché, est tombé, s'est relevé d'un bond, a continué à courir. 500 mètres jusqu'au ravin, 400. Gromov entendit les Allemands crier, tout près, à environ 200 mètres derrière. Plus rien. S'ils rattrapent leur retard trop tôt, tout va s'effondrer. Plus vite, encore une accélération. 300 mètres, 200, 100. Gromov plongea dans le ravin. Il courut au fond. Le sol était dur et compact, jonché de pierres. Collines sur les côtés, escarrés, environ 20 mètres de haut. Les sommets sont déserts, de l'herbe, des rochers. Mais Gromov savait qu'il n'était pas vide. Petrenko et Sidorov sont allongés là, près des mitrailleurs. Ils ont pris position. Ils attendent. Il a continué à courir. Il a couru environ 800 mètres. Le ravin est long, étroit, un véritable couloir de la mort. La sortie semblait se profiler à l'horizon. « Là, sur le quai !» Les combattants sautèrent hors du ravin. Ils se retrouvèrent derrière un rempart de terre. Gromov fut le dernier à tomber. Il se retourna sur le dos, respirant bruyamment. Le ciel est bleu, le soleil brille, il fait chaud. Le forgeron est tout près, il a le souffle court. « Tout est en place ?» Gromov se leva et regarda les combattants. « J'ai compté. 28, 29, 30. Voilà, nous n'avons perdu personne. » Tout le monde est là. Y a-t-il des blessés ? Non. Gromov acquiesça. Il sortit un pistolet lance-fusée et vérifia les munitions. 3 fusées rouges. Attendez, les Allemands doivent entrer dans le ravin. Tous, jusqu'au dernier. Il jeta un coup d'œil par-dessus le talus. Le creux est vide. 2e. 2. 3. Et les voici. Les premières silhouettes grises apparurent à l'entrée. Ils courent. Pas en formation, dans une foule. La suite arrive. Encore, poids. Ils se sont précipités dans le ravin et l'ont comblé. Gromov a compté. 50, 100, 150. Ils sont toujours en activité. 200, 250. La cavité est presque entièrement remplie. 300. Ça suffit. Gromov leva le pistolet lance-fusée. J'ai jeté un dernier coup d'œil au ravin. 300 soldats allemands dans un couloir de 50 mètres de large, serrés, épaule contre épaule. Ils courent encore. Ils crient quelque chose. Ils ne comprennent pas. Maintenant, ils vont comprendre. Gromov a été renvoyé. Une étoile rouge s'éleva dans le ciel, brillante, planant lentement au-dessus du champ. 2e, 3e, et les mitrailleuses se mirent à vrombir. Le premier à gauche, Sergeev, sa longue ligne reconnaissable. Trrrr. Puis à droite, Petrenko, en bref, précisément. Et puis encore une fois.
6 mitrailleuses ont ouvert le feu simultanément sur le ravin, de haut en bas, en une masse dense. Gromov regardait. Les Allemands n'ont pas compris tout de suite. Ils ont couru et sont tombés. Et ils ne comprenaient pas d'où venaient les tirs. Ils regardèrent autour d'eux, ils cherchaient l'ennemi devant eux, ils ne le virent pas. Et les balles venaient d'en haut, des collines. Quelqu'un a crié « Embuscade! Là-bas! Dans les collines !» Panique. Les Allemands s'agitaient dans tous les sens. Ils essayaient de faire demi-tour, de rebrousser chemin. Mais d'autres arrivaient déjà par derrière, ceux qui n'avaient pas encore vu le feu. Ils se bousculaient. Il y avait un bousculade. Quelqu'un est tombé. Il a été piétiné. Les mortiers ont explosé. Explosion au centre du ravin. La terre se souleva. Des corps furent projetés en l'air. Ils restèrent suspendus un instant. Puis, ils retombèrent. Les mitrailleuses n'ont pas cessé de tirer. De longues lignes, sur le dos, sur la tête, sur les jambes. Les Allemands cherchaient un abri, mais il n'y avait pas d'abri. Terrain nu, rochers, herbes, tous. Quelqu'un s'est allongé, il s'est plaqué au sol, il s'est couvert la tête avec ses mains. Les balles frappaient d'en haut, directement à travers. Quelqu'un a tenté d'escalader la colline. J'ai gravi la pente, je me suis accroché à l'herbe, aux rochers. Les mitrailleuses se retournèrent. Une rafale de feu. La silhouette a tressauté et a roulé vers le bas. J'ai réessayé, encore une fois. Tout le monde allait de mal en pis. Gromov regarda sa montre. 5 minutes se sont écoulées. 10, 15. Les mitrailleuses n'ont pas cessé de tirer. Les mortiers tiraient, explosion après explosion. Il y a de moins en moins de mouvement dans le ravin. Quelqu'un bougeait encore. Il essayait de ramper. La plupart restaient immobiles. 20 minutes, 25. Et soudain, le silence. Les mitrailleuses se turent, des mortiers aussi. Gromov se leva. Koval se tenait à proximité. Ils regardèrent le creux. Terre grise, uniforme gris. Tout se confondait. Des silhouettes humaines, des dizaines, des centaines, immobiles. De temps à autre, quelqu'un bougeait, gémissait. Mais la plupart sont restés silencieux. Seigneur Jésus. Le forgeron fit le signe de croix. Gromov resta silencieux. 300 personnes pénétrèrent dans le ravin. Seules quelques personnes en sont sorties. Il aperçut plusieurs silhouettes qui couraient en arrière, vers la forêt. Une quinzaine de personnes, une vingtaine. Le reste est ici. Mort. Il les a tués. Non, pas lui. Plan, tactique, guerre. Mais tout de même. C'étaient des gens. Ils avaient des familles, des enfants, des épouses. Il n'y en a plus. Gromov se détourna. Mes mains tremblaient. Il serra les poings. Tu ne peux pas réfléchir. Pas le temps. Guerre. Ils nous auraient tués. Nous les avons tués. C'est tout. Mais l'image ne disparaissait pas. Terre grise, corps gris, 300. Camarade lieutenant! Gromov se retourna. Le combattant courut vers lui, à bout de souffle. Quoi? Officier politique, il arrive, en Willis. Gromov acquiesça. Bien sûr. Commissaire politique, le capitaine Orlov. Celui-là même qui a menacé un tribunal. Où est-il? Là-bas, je suis passé devant l'ancien emplacement il y a 1 minute. J'arrive d'une minute à l'autre. Gromov regarda dans cette direction. En effet, de la poussière sur la route. La Willis est en mouvement. Ça va vite. 1 minute plus tard, la voiture s'est arrêtée à 50 mètres de là. Un responsable politique en sortit en trombe, rouge de colère. Il s'avança vers Gromov. « Lieutenant Gromov, camarade capitaine, vous avez quitté votre poste sans ordre. » « Oui. C'est de la désertion. » »« Non. C'est une manœuvre tactique. » »« Mais c'est quoi cette manœuvre? Vous avez pris la fuite. J'ai vu le rapport des observateurs. » Gromov le regarda dans les yeux. « Camarade capitaine, venez avec moi. »
Il fit demi-tour et marcha jusqu'au bord du talus. L'officier politique suivait, marmonnant des choses à propos de règlements, d'ordres, d'exécution. Gromov le conduisit jusqu'au quai. Il désigna le creux du doigt. « Regardez. » L'officier politique regarda. Il se tut. J'ai regardé pendant longtemps. Le visage devint blanc. Ça, qu'est-ce que c'est? Infanterie allemande, 2 compagnies, 300 hommes, peut-être un peu moins. Toi, attiré dans un piège. Une fausse retraite suivie d'un échange de tirs. Le responsable politique resta silencieux. J'ai regardé le ravin, les corps. Puis il se tourna lentement vers Gromov. Combien de nos pertes? 0. Quoi? Aucun mort, aucun blessé. Le responsable politique le regarda, pendant longtemps. Puis il hocha la tête. Comment avez-vous fait? Je les ai attirés, comme des loups dans un ravin. Volkov? Gromov sourit. C'est une longue histoire, depuis l'enfance. Le responsable politique regarda de nouveau le ravin. Je le signalerai quand même. Rapport. Vous avez quitté votre poste sans ordre, c'est une infraction. Je sais. Mais... Le responsable politique resta silencieux. Mais le résultat... 300 Allemands. Il fit un signe de la main. Je vais rédiger un rapport. Le commandement décidera de la suite des événements. Soit ils me fusilleront, soit ils me récompenseront. Il fit demi-tour et se dirigea vers la Willis, s'est assis et partit. De la poussière derrière la voiture. Gromov resta debout sur le quai. Le forgeron s'approcha. « Vassili Petrovitch, et maintenant ?»« Maintenant, nous attendons. »« Quoi ? Décision. Tribunal ou récompense. »« Et s'il y a un tribunal ?» Gromov haussa les épaules. « Mais nous mourrons avec gloire. 300 Allemands à notre actif, c'est un bon score pour un peloton d'exécution. » Koval sourit. Ils étaient assis sur le talus. Les soldats alentour fumaient, ils discutaient. Quelqu'un riait. Libération nerveuse après le combat. Sergeev s'approcha. « Camarade lieutenant, et maintenant ?»« Alors nous retournerons à notre ancienne position. Nous nous retrancherons. Les Allemands pourraient encore attaquer. » « Oseront-ils, après ça ?» Gromov regarda le creux. « Ils oseront. Les Allemands sont têtus. » « Ils ne céderont pas si facilement. » Sergeev acquiesça. « Alors allons-y, c'est calme pour le moment. » Ils se levèrent et retournèrent à leur position initiale. En chemin, nous avons longé un ravin. Les combattants essayaient de ne pas regarder là-bas, mais ils continuaient à regarder, du coin de l'œil. Terre grise, corps, silence. Seul le vent emporte la poussière. Gromov s'avança, le regard droit devant lui. Je n'ai pas regardé en arrière. L'image était déjà imprimée dans ma mémoire. 300 personnes. Il les a tuées. Non, il a sauvé les siens. 30 personnes sont en vie grâce à lui. 30 contre 300. Bon échange. Mais pour une raison inconnue, j'ai l'âme lourde. Peut-être parce que ce n'étaient pas des animaux. C'étaient des personnes. Ils avaient des noms, des familles, des rêves. Il n'y en a plus. Gromov a craché. On ne peut pas envisager ça. La guerre. Soit ils nous vaincront, soit nous les vaincrons. Nous sommes eux. Tout est correct. Mais l'image ne disparaissait pas. Ils reprirent leur ancienne position. Les tranchées sont mises au jour. Il y a des cratères, un abri détruit. Koval, mettez les hommes au travail, approfondissez les tranchées, creusez un abri. Mangez. Les combattants prirent des pelles. Gromov s'assit sur le parapet et alluma une cigarette. Pensez. Le plan a fonctionné, parfaitement. 300 Allemands sont morts, les nôtres sont vivants. Sur le plan tactique, c'est une réussite.
Mais le chargé de mission politique fera son rapport, et ensuite les questions commenceront. Pourquoi avez-vous quitté votre poste? Qui vous en a donné l'autorisation? En vertu de quelle charte? Le règlement est simple. Un ordre de détention signifie détention, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et il retira ses activités. Même si ce n'est que par manœuvre, même si cela a un résultat. Mais il a battu en retraite. Formellement, il s'agit d'une désertion. En réalité, il s'agissait du sauvetage du peloton et de la destruction de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il emportera? Gromov ne le savait pas. Un messager est arrivé en soirée, à moto. J'ai remis le colis. Gromov l'ouvrit. Commande. Lieutenant Gromov, vice-président, présentez-vous immédiatement au quartier général du régiment. Voilà. En bref. Gromov plia le papier. Koval, je te cède le commandement. Si quoi que ce soit arrive, tiens ta position. Avez-vous été appelé? Oui. Je ne sais pas, on verra bien. Gromov était assis sur la moto derrière le véhicule de liaison. Allons-y. Nous avons roulé pendant une vingtaine de minutes, sur une route défoncée, en passant devant des villages incendiés, en passant devant des colonnes de soldats. Le quartier général se trouvait dans l'école qui avait survécu, un bâtiment de 2 étages. Les fenêtres étaient brisées, les murs étaient ébréchés. Gromov entra. Couloir, porte, panneau. Quartier général du régiment. Il a frappé. Entrez. Gromov entra. Un bureau. Un bureau. Au bureau est assis le colonel Yershov, commandant du régiment. Un homme mince d'une 50aine d'années, des cheveux grisonnants aux tempes, un visage sévère. Le commissaire politique Orlov se tient à côté de lui. Ses mains sont derrière son dos. 3 autres officiers, des commandants. L'un d'eux est Sokolov, le commandant du bataillon. Gromov se tenait au garde à vous. Camarade colonel, le lieutenant Gromov est arrivé conformément à vos ordres. Yershov le regarda, pendant longtemps, en silence. Puis il hocha la tête. Installez-vous confortablement, asseyez-vous. Gromov s'assit sur une chaise près du mur. Yershov se leva et fit le tour du bureau. Gromov, expliquez-moi. Vous avez quitté votre poste sans ordre. Pourquoi? Gromov regarda droit devant lui. Camarade colonel, j'avais le choix. Tenir ma position et mourir dans l'heure, ou battre en retraite, attirer l'ennemi dans un piège et le détruire. Qui vous a donné le droit de choisir? L'ordre était d'obéir. Il y avait un ordre, mais la situation exigeait une solution. 30 hommes ne pouvaient pas retenir 300. Physiquement, ils n'en avaient pas les moyens. Vous pensez donc que la commande est incorrecte? Gromov resta silencieux. Non, l'ordre était correct. Mais pour l'exécuter, il fallait d'autres moyens, ou plus de monde, ou des tactiques différentes. Une autre tactique consiste à faire une fausse retraite? Oui. Yershov s'arrêta à la fenêtre et regarda la rue. Comprenez-vous que formellement il s'agit d'une désertion? Comprendre. La désertion est passible de la peine de mort. Je sais. Yershov se retourna. Mais vous avez aussi détruit 2 compagnies ennemies, 300 hommes. Aucune perte. C'est un résultat exceptionnel. Gromov resta silencieux. Yershov s'assit à table. Camarade officier politique, vous étiez là. Quel est votre avis? Orlov toussa. Camarade colonel, le lieutenant Gromov a formellement violé les ordres. Il a quitté son poste sans autorisation. C'est un fait. Et? Mais le résultat de ces actes, 300 Allemands morts, pas un seul des nôtres. C'est aussi un fait. Votre opinion personnelle? Orlov resta silencieux. Il a bien fait. Mais il a pris un risque. Cela aurait pu échouer. Mais ça a marché? Oui, ça a marché. Yershov acquiesça.
J'ai regardé Sokolov. Major, quel est votre avis? Sokolov s'avança. Camarade colonel, je connais le lieutenant Gromov. Il sait réfléchir. Il ne se contente pas d'obéir aux ordres, il réfléchit. C'est rare. Je crois que ses actions étaient justifiées. Il a sauvé des vies et anéanti l'ennemi. C'est l'essentiel. Yershov acquiesça. Il regarda de nouveau Gromov. Gromov, dis-moi franchement, as-tu pensé aux conséquences? À te faire tirer dessus? Pensez. Et vous avez quand même décidé de le faire? Oui. Pourquoi? Gromov resta silencieux. Parce que sauver la vie de 30 personnes était plus important pour moi que la mienne. Si j'avais tenu bon, ils seraient tous morts. J'ai battu en retraite. Ils sont vivants. Ils pourraient me tirer dessus, mais ils sont vivants. C'est plus important. Yershov le regarda, pendant longtemps. Puis il hocha lentement la tête. Il est clair. Il ouvrit le tiroir du bureau et en sortit un dossier. Gromov, ma décision est prise. L'affaire de désertion est classée sans suite, faute de preuves. Vous n'avez pas déserté. Vous avez effectué une manœuvre tactique, une feinte de retraite pour attirer l'ennemi en position de tir. Gromov expira. De plus, je vous propose pour l'ordre de l'Étoile rouge, pour votre courage et votre ingéniosité au combat. Silence. Gromov n'a pas compris tout de suite. Camarade colonel, c'est amplement mérité. 300 Allemands, c'est un résultat significatif. Herschov se leva. Vous êtes libre de partir. Retournez à votre unité. Gromov se leva et se redressa. Oui, camarade colonel. Il se retourna et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil. Fait demi-tour. Camarade colonel, puis-je vous poser une question? Parlez. Cette manœuvre pourrait-elle être utilisée dans d'autres unités? D'autres commandants pourraient-ils s'y entraîner? Herschov y réfléchit. Bonne idée. Je transmets l'information à la hiérarchie. Laissons-les décider. Gromov acquiesça. J'ai quitté le bureau. Il expira dans le couloir. Vivant. Pas blessé par balle. De plus, ils l'ont récompensé. Il a ri doucement. Une guerre étrange. Aujourd'hui, il menace d'un tribunal. Demain, il décerne une médaille. Il sortit du bâtiment. Le messager attendait près de la moto. « Camarade lieutenant, comment ça s'est passé ?»« Très bien, retournons-y. » Ils sont montés sur la moto et sont partis. Gromov regarda la route. Pensez. 300 Allemands sont morts. 30 des nôtres sont encore en vie. J'ai reçu la commande. L'affaire est close. Tout va bien. Mais pour une raison inconnue, j'ai l'âme lourde. L'image ne disparaît pas. Terre grise. Corps. 300 personnes. Il les a tués. Non, il a sauvé les siens. Mais tout de même, c'étaient des humains. Gromov ferma les yeux. Le vent m'a fouetté le visage. La moto tremblait sur les bosses. Mais il ne l'a pas senti. Je n'ai vu qu'un ravin gris. Et des corps. 300. Lorsqu'il regagna son poste, les soldats l'accueillirent en silence. Nous avons regardé. Nous avons attendu. Gromov a sauté de la moto. « Vivant », dit-il brièvement. Le forgeron s'avança. « Qu'avez-vous décidé? L'affaire a été classée. Il a été nominé pour un prix. » Silence. Puis quelqu'un a crié « Hurrah !» Le reste a pris le relais. « Hurrah! Hurrah !» Gromov leva la main. Silence. La guerre n'est pas encore finie. Les Allemands pourraient attaquer de nouveau. Mettez-vous en position. Les combattants se sont dispersés. Gromov s'est dirigé vers l'abri et est descendu. Assis sur la couchette, j'ai allumé une cigarette. Pensée. Ou journée de l'Étoile rouge, pour la destruction de 300 Allemands. Ça a l'air magnifique. Mais comment l'expliquer à Anna, s'il revient?
Chérie, j'ai tué 300 personnes. Je les ai attirées dans un piège, comme des loups. J'ai eu une médaille. Comprendra-t-elle? Probablement pas. Et lui-même ne comprenait pas pleinement. Ai-je bien fait ou non? 30 vivants, 300 morts. Le calcul est simple. Mais les gens ne sont pas des numéros. Chacun de ces 300 avait une vie, une famille, un foyer. Il n'y en a plus, à cause de lui. Gromov écrasa sa cigarette. Il s'allongea sur la couchette. Il ferma les yeux. Mais il ne s'est pas endormi. J'ai vu un ravin gris, des corps. J'ai entendu des gémissements. Je n'ai pas dormi de la nuit. Il était allongé et regardait le plafond de terre. Et j'ai pensé, à propos de la guerre, à propos des gens, à propos de la mort, à propos de ce qu'est un acte héroïque et de ce qu'est un meurtre, et où se situe la frontière entre eux. Je me suis levé le matin et j'ai quitté l'abri. Le ciel s'éclaircissait, l'aube, identique à hier. Mais il était déjà devenu une autre personne. Hier encore, c'était un lieutenant qui obéissait aux ordres. Aujourd'hui, c'est un homme qui a tué 300 autres personnes. Même si on appelle ça un exploit. Même s'il décerne des médailles pour cela. Il les a quand même tués. Et cela restera gravé en lui. Pour toujours. Gromov regarda vers l'est, le soleil se levant au-dessus de la forêt. Nouveau jour, nouveau combat, nouveau décès. La guerre continue. Et il continue à se battre. Parce qu'il n'y a pas le choix. Parce que c'est son travail. Parce que quelqu'un doit le faire. Il fit demi-tour et alla inspecter les tranchées. La vie a continué. La guerre continua. Et un vide gris persistait dans ma mémoire. Et 300 corps. Pour toujours. Le 7 juillet, 2 jours après la bataille du Ravin, les Allemands attaquèrent de nouveau. Fais attention cette fois-ci. Pas de crétins, pas de poursuite. Lentement, méthodiquement, avec des préparatifs d'artillerie, avec des chars. La section de Gromov a tenu bon pendant 8 heures, puis elle s'est repliée sur ses positions de réserve, organisée, par ordre, pas de piège. Le 10 juillet, ils furent relevés et emmenés à l'arrière pour se reposer. 3 jours. Dans un village situé à une quinzaine de kilomètres des lignes de front, les soldats dormaient, mangeaient, écrivaient des lettres à leur famille. Gromov a également écrit à Anna. « Chérie, je suis vivante, en bonne santé. Nous combattons. Nous sommes en train de vaincre les Allemands. À bientôt. » En bref, que dois-je écrire d'autre? Et les 300 morts, et le ravin, et les nuits blanches? Non. Ceci n'est pas destiné à l'écriture. Il scella l'enveloppe et l'a remis au facteur. On ignore s'il arrivera ou non. Les Allemands ont occupé le village en 1941. Peut-être qu'Anna n'est plus là. Peut-être que les enfants sont partis. Peut-être qu'il n'y a personne. Gromov ne le savait pas, et j'avais peur de le découvrir. Même si vous ne le savez pas, il y a de l'espoir. Vous le découvrirez. Il n'y aura aucun espoir. Il était assis près de la grange. Il fumait. Il regardait la route. Des colonnes passèrent, des chars, des camions, de l'infanterie, à l'ouest, à l'avant. Le saillant de Koursk, la plus grande bataille de la guerre. Tout s'est décidé ici. Nous allons gagner, c'est le tournant. Si nous perdons, les Allemands atteindront Moscou. Gromov l'avait compris, comme tout le monde. Koval s'assit à côté de lui. « Vassili Petrovitch, as-tu entendu la nouvelle ? » ?»« Lequel ? » ?»« À propos de votre manœuvre. Il paraît que le quartier général du front est intéressé. Ils veulent la décrire dans un manuel. » Gromov sourit. « Sérieusement ? » ?»« Sérieusement. Le commandant Sokolov l'a dit. Il a dit que vos tactiques pourraient sauver des centaines de vies. »« Oui, ou cela peut détruire, si c'est mal utilisé. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est un risque énorme. Il faut calculer avec précision. Où battre en retraite, où avancer, quand frapper.
Une seule erreur et c'est la mort pour tous. Koval acquiesça. Mais tu l'as fait. Ça a marché, une fois, par chance. Ce n'était pas seulement de la chance, vous vous êtes préparé, vous avez pris des dispositions avec Petrenko et Sidorov, vous avez choisi l'endroit. Gromov prit une bouffée. J'étais préparé, oui. Mais je pouvais quand même faire une erreur. Les Allemands n'auraient peut-être pas pu nous suivre, Petrenko n'aurait peut-être pas pu arriver à temps, ou la fusée n'aurait peut-être pas pu décoller. Mais tout s'est bien passé. Oui, ça a marché. Ils restèrent assis en silence. Koval a alors demandé « Vassili Petrovitch, à quoi pensez-vous quand vous repensez à cette bataille ?» Gromov le regarda. « À quoi est-ce que je pense ?»« Eh bien, oui. En êtes-vous fier ou le regrettez-vous » Gromov resta longtemps silencieux. Puis il dit doucement « Je le regrette. » Koval fut surpris. « Pourquoi ? Vous avez gagné. Vous avez tué 300 Allemands. Vous avez sauvé les vôtres. » Voilà exactement pourquoi. 300 personnes, vivantes, comme nous. Elles avaient des familles, des maisons, des vies. Je les ai toutes tuées. C'est la guerre. Je sais. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Le forgeron resta silencieux. Et si vous ne l'aviez pas fait, et si vous étiez resté à votre poste, nous serions tous morts. Exactement. Vous avez fait votre choix, soit nous, soit eux. Vous avez fait le bon choix. Gromov acquiesça. C'est exact. Mais cela ne change rien au fait que j'ai tué 300 personnes. Et cela restera à jamais gravé dans ma mémoire. Le forgeron se leva. Vassili Petrovitch, ne te torture pas. Tu es un héros. Tu as tout fait comme il faut. Il est parti. Gromov resta assis. Héros. Ça a l'air magnifique. Mais qui est le héros ? Celui qui a tué 300 personnes ou celui qui en a sauvé 30 ? Ou est-ce la même chose ? Gromov ne le savait pas. Le 13 juillet, ils ont été renvoyés au front. Même zone, même position. Les tranchées ont été remises en état, les abris ont été réparés. Des combats avaient lieu tous les jours. Attaque, contre-attaque, bombardement d'artillerie. Le peloton de Gromov a tenu bon. Il y a eu des pertes, bien sûr. Aucune tactique ne peut vous sauver des obus et des balles. Fin juillet, il restait 22 personnes sur 30. 8 personnes ont été tuées ou blessées et ont été évacuées. Les renforts sont arrivés, jeunes, inexpérimentés. Gromov leur enseigna du mieux qu'il put. Ne lève pas la tête au-dessus de la tranchée, les traits sont courts, regarde autour de toi. Ils ont écouté, ils ont hoché la tête, mais ils sont quand même morts. Car la guerre n'épargne personne, ni expérimenté, ni jeune. La commande est arrivée le 8 août, offensant. Les troupes soviétiques lancèrent une contre-attaque sur tout le front. Le peloton de Gromov a participé à la percée des lignes allemandes. Le combat était difficile. Les Allemands ont résisté avec acharnement. Mais ils ont battu en retraite, lentement, au prix de combats. Mais ils ont battu en retraite. Fin août, la ligne de front s'était déplacée de 50 km vers l'ouest. Saillant de Koursk, victoire soviétique. Un tournant dans la guerre, tout le monde en parlait. Nous avons gagné. Maintenant, nous poursuivrons les Allemands jusqu'à Berlin. Gromov écouta et resta silencieux. Peut-être qu'ils le chasseront. Mais combien d'autres vont mourir ? Combien de ravins supplémentaires se rempliront de cadavres ? Le 20 août, un correspondant d'un journal de première ligne est arrivé sur les lieux où se trouvait l'unité. Je cherchais des héros, pour un article. Ils lui ont parlé de Gromov, à propos du ravin, à propos des 300 Allemands morts, à propos de la médaille. Le correspondant a retrouvé Gromov dans une tranchée, un jeune homme. Environ 25 ans, vêtu d'une tunique neuve,
avec une tablette et un crayon. « Camarade lieutenant Gromov ?» Gromov se retourna. « Oui. Puis-je poser quelques questions, pour le journal ?» Gromov grimaça. « Pour le journal ?»« Oui, j'écris un article sur les héros de la bataille de Koursk. On m'a parlé de votre exploit. Je souhaite en consigner les détails. » « Quels détails ?»« Comment avez-vous anéanti 300 Allemands? Une fausse retraite, un piège incendiaire. » Gromov resta silencieux. « Écoutez, je ne veux pas parler de ça. » Le correspondant fut surpris. « Pourquoi? C'est un acte héroïque. Les gens doivent le savoir. » « Les gens ne doivent pas le savoir. C'est la guerre. Il n'y a pas d'acte héroïque ici. Il n'y a que la mort ici. »« Mais vous avez sauvé vos soldats. C'est important. » « Sauvé. Après avoir tué 300 autres personnes. Qu'y a-t-il d'héroïque là-dedans ?» Le correspondant est resté silencieux. Puis il demanda prudemment « Le regrettez-vous » Gromov le regarda. « Je suis désolé. Chaque nuit, je revois ce ravin, les corps, j'entends les gémissements. Cela restera gravé dans ma mémoire à jamais. Mais vous obéissiez aux ordres, vous défendiez la patrie. Oui, je l'ai fait, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. 300 personnes sont mortes, à cause de moi. » Le correspondant l'a noté, rapidement, au crayon dans un carnet. Gromov le regarda. « Qu'est-ce que vous écrivez ?»« Vos mots. »« Inutile, ne publiez pas ceci. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que c'est la vérité. Et les gens n'ont pas besoin de la vérité. Ils ont besoin de héros, d'exploits, de victoires. N'écrivez pas sur mes doutes. Écrivez sur 300 Allemands morts. Ce sera plus juste. » Le correspondant acquiesça. « D'accord, je vais écrire sur cet exploit. » Il est parti. Gromov resta dans la tranchée. Pensée, héros, exploit, victoire. De belles paroles, mais derrière eux se cache le sang, la mort, la douleur. Cela ne sera jamais publié dans les journaux. Personne n'écrira sur le fait qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, à propos de sa vision du vide. Des corps. 300. Cela restera gravé dans sa mémoire, pour toujours. Une semaine plus tard, un article a été publié dans le journal. « Héros de la bataille de Koursk, le lieutenant Gromov a tué 300 fascistes. » Gromov l'a lu. Tout était correct. Les faits, les chiffres, le résultat. Mais l'essentiel manquait. Il ne ressentait rien. Doute, douleur, lourdeur. Seulement héros avec gloire. Il pilla le journal et le jeta au feu. Koval le regarda. « Ça ne vous a pas plu ? Ce n'est pas vrai là-bas. » « Pourquoi ? Tout est correctement écrit. Les faits sont vrais, mais le fond ne l'est pas. » Koval haussa les épaules. « Les gens ont besoin de héros. Tu es un héros. Que demander de plus ?» Gromov n'a pas répondu. « Je viens de regarder l'incendie. Le journal brûlé. Les lettres noircirent. Héros. » Le 1er septembre, la section de Gromov participa à la libération du village de Berezovka, son village natal. Les Allemands se sont retirés il y a 2 jours. Le village était désert. Gromov marchait le long d'une rue familière. Des maisons sont incendiées, des clôtures sont détruites, des cratères d'obus. Il est arrivé chez lui, ou plutôt à l'endroit où il se trouvait. Il ne restait plus que le poêle et quelques bûches brûlées. Tout le reste n'est que cendre. Gromov resta debout à regarder. Il est né ici, il a grandi ici, il a vécu ici avec Anna. Ses enfants sont nés ici. Il n'y a plus rien. Le forgeron s'approcha par derrière. « Vassili Petrovitch » Gromov resta silencieux. « Peut-être ont-ils évacué, peut-être sont-ils vivants. » Gromov secoua la tête. « Je ne sais pas, j'espère que oui. » Il s'approcha du puits, il était intact. J'ai baissé le seau, je l'ai ramassé. J'ai bu. L'eau est froide, délicieuse,
comme quand j'étais enfant. Il s'assit sur le rebord du puits. J'ai regardé les cendres, pensé. Voilà ce pourquoi il s'est battu. Pour cette maison, pour ce village, pour Anna, pour les enfants. Mais ils n'existent pas. Peut-être sont-ils morts. Peut-être ont-ils été emmenés en Allemagne. Peut-être se cachent-ils quelque part dans les bois. Il ne sait pas. Et il ne le saura pas, jusqu'à la fin de la guerre. Il se leva. Allons-y, il n'y a rien à faire ici. Ils ont quitté le village. Gromov n'y retourna jamais. Le 10 septembre, il a été décoré de l'Ordre de l'Étoile rouge. Formation, discours du commandant de division, cérémonie de remise des prix. Gromov s'avança. Le commandant de division a épinglé l'ordre sur sa tunique. « Félicitations, lieutenant. Vous avez accompli un exploit remarquable. Vous avez tué 300 ennemis. Vous avez sauvé vos camarades. Vous êtes un exemple pour toute l'armée rouge. » Gromov se tenait au garde à vous. « Je sers l'Union soviétique. » Le commandant de division lui serra la main. « J'ai déménagé. » Gromov reprit ses fonctions. Le forgeron murmura « Félicitations. » Gromov acquiesça. Il regarda l'ordre inscrit sur sa poitrine. « Étoile rouge, brille au soleil. Pour 300 morts. » Au-delà du creux rempli de corps, pour les nuits blanches. Voici le prix de ce morceau de métal. Après la formation, le commandant Sokolov s'approcha de lui. « Gromov, félicitations. » « Merci, camarade major. Écoutez, j'ai une question pour vous. Vos tactiques, la fausse retraite. Pouvez-vous en parler aux autres commandants, leur enseigner ?» Gromov y réfléchit. « Je peux, mais c'est dangereux. La moindre erreur et tout le monde mourra. » « Je comprends, mais quand même, cela pourrait sauver des vies. Pouvez-vous m'en dire plus ?» Gromov acquiesça. « Je vais te le dire. » Le lendemain, il s'est adressé au commandant de bataillon. 20 personnes, lieutenants, capitaines. Ils écoutèrent attentivement. Gromov a raconté. Comment choisir un emplacement? Un creux, un ravin, un passage étroit entre des collines. Comment négocier avec les unités voisines? Mitrailleuses sur les flancs, mortiers sur les hauteurs. Comment simuler la retraite? Ni trop vite, ni trop lentement. L'ennemi doit y croire. Comment les attirer? Comment les mener dans un piège? Comment les empêcher de reprendre leurs esprits? Comment frapper? Simultanément, des deux flancs, une boule de feu. Les commandants l'ont noté, puis ils ont posé des questions. Et si l'ennemi ne nous suit pas? La retraite a donc été vaine. Nous avons perdu la position, il va falloir la reprendre. Et si les mitrailleurs sur les flancs n'arrivent pas à temps? Alors l'ennemi vous rattrapera et vous détruira. C'est pourquoi tout doit être coordonné à l'avance, précisément, à la minute près. Et si le responsable politique l'interdit? Gromov sourit. Alors agissez à vos risques et périls, comme moi. Soit ils vous abattront, soit ils vous récompenseront. Les commandants ont ri. Mais Gromov n'a pas ri. Il se souvenait d'être resté debout dans le bureau du colonel Yershov à attendre le verdict. Alors vous avez de la chance, mais vous n'aurez peut-être pas de chance. Après la conférence, un jeune lieutenant s'est approché de lui. « Camarade lieutenant Gromov, merci pour votre témoignage. Il m'a été très utile. Ravi d'avoir pu vous aider. Dites-moi, vous n'aviez vraiment pas peur quand vous avez battu en retraite ?» Gromov le regarda. « J'avais peur, très peur. Je pensais qu'ils allaient me tirer dessus. » « Mais vous avez quand même décidé de le faire. » « Oui, parce que l'alternative était pire. Rester et mourir, sans aucun doute. » Le lieutenant acquiesça. « Compris. Merci. » Il est parti. Gromov resta debout, pensait. Désormais, ces tactiques seront utilisées par d'autres. Peut-être que quelqu'un y parviendra. Peut-être pas. Peut-être que quelqu'un sauvera des vies, ou peut-être qu'elles seront anéanties. La guerre est imprévisible, mais au moins, il y a une chance, au moins une tentative.
C'est déjà quelque chose. La guerre continua. Gromov continua à se battre, à participer à la libération de l'Ukraine, du Bélarus et de la Pologne. 2 ans de combat, attaque, défense. Le peloton a changé. Des gens sont morts, d'autres sont arrivés. Au printemps 1945, de ceux qui étaient avec lui lors de la bataille des saillants de Koursk, seul Koval était encore là. Tous les autres ont été tués ou blessés et évacués. Koval fut également blessé. En janvier 1945, des éclats d'obus à l'épaule. Mais il est revenu 1 mois plus tard. « Je ne peux pas vivre sans le fronton », a-t-il dit. « C'est ennuyeux à l'hôpital. » Gromov sourit. « Alors vous vous y êtes habitué ?»« J'y suis habitué. La guerre, c'est comme une drogue. Elle vous happe. » Ils étaient assis dans un abri et buvaient de l'alcool, déjà en Allemagne, à 100 de kilomètres de Berlin. « Vassili Petrovitch, pensez-vous que cela va bientôt se terminer ?»« Bientôt. Dans 1 mois, 2. Les Allemands sont déjà à bout de souffle. » « Et ensuite ? Puis la maison, nos familles, si elles sont encore là. » Koval acquiesça. « Avez-vous découvert quelque chose concernant votre famille ?» Gromov secoua la tête. « Non, j'ai écrit à la Croix-Rouge. Pas de réponse pour l'instant. » « Peut-être qu'on les retrouvera. » « Peut-être. » Ils ont bu. Ils restèrent silencieux. Koval a alors demandé. « Vous vous souvenez de ce ravin sur le saillant de Koursk ?» Gromov sourit. « Je le vois tous les soirs. »« Sérieusement ?»« Sérieusement. Je rêve. Terre grise. Des corps. 300. »« Et vous, que ressentez-vous » Gromov resta silencieux. Culpabilité, lourdeur et soulagement en même temps. Relief ? Oui, parce que mon peuple a survécu. Ce jour-là, 30 d'entre eux. C'est important. Koval acquiesça. Donc vous avez bien fait ? Peut-être. Ils finirent de boire et allèrent se coucher. Gromov était allongé et regardait le plafond de l'abri. Pensez, encore un petit peu, encore un petit peu. La guerre va se terminer, nous pourrons rentrer chez nous. Si la maison subsiste, si la famille reste, s'il reste lui-même en vie. Beaucoup de si. Mais il y a de l'espoir. Le 2 mai 1945, Berlin tomba. Le 9 mai, l'Allemagne a capitulé. La guerre est finie. Gromov l'a appris ce matin. J'étais debout dans une tranchée et je fumais. Le messager arriva en courant. « Camarade lieutenant, victoire! L'Allemagne a capitulé !» Gromov le regarda. « Vraiment ?»« Exactement. Ils viennent de l'annoncer à la radio. Les gens se sont mis à crier, à tirer en l'air, à s'enlacer. » Gromov resta silencieux. J'ai regardé le terrain devant le poste. La guerre est finie. 4 ans. 1460 jours. Il a survécu. Koval a couru vers elle et l'a serrée dans ses bras. « Vassili Petrovitch, nous avons gagné, nous sommes vivants !» Gromov acquiesça. Vivants. Ils restèrent debout et regardèrent le ciel. Ciel dégagé, bleu. Le soleil brille. Ciel paisible. Pour la première fois en 4 ans. Gromov ferma les yeux. Expirez. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous. À Anna, aux enfants. S'ils sont vivants. 1 mois plus tard, il fut démobilisé. Ils ont présenté des documents, des remerciements, des médailles. Ordre de l'Étoile rouge, médaille pour le courage, médaille pour la victoire sur l'Allemagne. Gromov mit tout dans son sac de sport. J'ai dit au revoir à Koval. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Vous m'avez beaucoup appris. Ils se sont enlacés. Si je survis, venez me voir, région de Koursk, village de Berezovka. S'il reste quelque chose d'elle, nous allons le reconstruire. Koval sourit. Je viendrai, sans faute.
Ils se serrèrent la main et se séparèrent. Gromov monta dans le train et rentra chez lui. Le voyage a duré 1 semaine. Les trains avançaient lentement, s'arrêtant à chaque gare. Gromov regarda par la fenêtre. Ville détruite, villages incendiés, cratères d'obus, tranchées, traces de guerre. Finalement arrivé à Koursk. De là, j'ai fait du stop jusqu'à Berezovka. Le village a été partiellement restauré. Quelques maisons ont été reconstruites. Le reste n'est plus que cendres. Gromov atteignit son site. Le poêle était déjà dressé. Ils commencèrent à assembler la charpente de la maison. Quelqu'un y travaillait. Femme, de dos. Gromov s'arrêta. Le cœur s'est mis à battre. Anna ? La femme se retourna. C'était elle. Mince, cheveux gris, visage puisé, mais vivant. Elle le regarda. Pendant 1 seconde, 2, puis elle s'est précipitée. « Vassia !» Ils se sont enlacés. Ils restèrent debout en silence, sans se lâcher. Puis Anna s'est éloignée. « Tu es vivant, je n'y croyais pas. »« Vivant. Et vous, les enfants ?»« Nous sommes vivants. Nous étions cachés dans la forêt, puis les Allemands sont partis. Ils sont revenus. La maison a brûlé. Ils ont commencé à la reconstruire. »« Où sont les enfants ? » ?»« Mon fils est au travail, à la ferme collective. Ma fille est à l'école. Ils seront bientôt là. » Gromov acquiesça. Ils s'assirent sur les bûches. Ils se regardèrent. « Comment vas-tu ? » demanda Anna. « Bien, vivant, entier. »« Vous vous êtes battu ? » ?»« J'ai combattu. »« C'était effrayant ?» Gromov sourit. « Effrayant. » Anna lui prit la main. « L'essentiel, c'est que tu sois revenu. » Gromov acquiesça. « Je suis revenu. Vivant. À la famille. La guerre est finie. » Mais l'image du creux ne disparut pas. Terre grise, corps, 300. Cela lui est resté en mémoire, pour toujours. Le soir, une fois les enfants couchés, Anna demanda « Vassia, que s'est-il passé pendant la guerre ? Tu es différent. » Un autre ? Oui, silencieuse, réfléchie. Tu souriais plus souvent avant. Gromov resta silencieux. La guerre m'a changé. J'ai vu beaucoup de choses, des choses horribles. Tué ? Tué. Beaucoup ? Gromov la regarda. 300 personnes, d'un seul coup. Anna resta silencieuse. Comment ? Attirés dans un piège, comme des loups. Tu te souviens de ce que ton père t'a appris ? Elle hocha la tête. J'ai reçu un prix pour cela. Ils m'ont qualifié de héros. Et vous en êtes fier ? Gromov secoua la tête. Non, c'est dur. Chaque soir, je les vois, morts. Je comprends qu'ils étaient des êtres humains, comme moi. Ils avaient une famille, une maison, une vie. Anna le serra dans ses bras. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as défendu ta patrie. Tu as sauvé les tiens. Je sais, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Ils restèrent assis en silence. Puis Anna a dit « La guerre est finie. Maintenant, nous vivons. Nous construisons une maison. Nous élevons des enfants. Nous oublions. » Gromov acquiesça. « Je vais essayer. » Mais il savait qu'il n'oublierait pas. Jamais. Vassili Petrovitch Gromov vécut jusqu'à l'âge de 78 ans. J'ai travaillé dans une ferme collective, comme contremaître, puis comme président. Le village a été reconstruit, les maisons ont été reconstruites, l'électricité a été installée. Enfants élevés, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ils vivaient tranquillement, calmement. Ils parlaient rarement de la guerre, seulement parfois lorsque les petits-enfants le demandaient. Il a parlé des batailles, de ses camarades, de la victoire, mais il n'a jamais parlé du creux.
environ 300 corps. À propos de mes insomnies, Cela l'a marqué. jusqu'à la fin. Je conservais l'ordre de l'Étoile rouge dans une boîte et je le sortais rarement, uniquement pour les défilés. Le 9 mai, je l'ai enfilé. Je suis allé à un rassemblement. Je suis resté silencieux. Je me souvenais. Ceux qui ne sont pas revenus. Ceux qui sont restés sous terre, dans les creux, dans les champs. 300 Allemands. 30 des nôtres sauvés alors. Le calcul est simple, mais le prix est exorbitant. Il mourut en 1988, calme, dans un rêve. Ils l'ont enterré au cimetière du village, à côté d'Anna. Elle est décédée 2 ans plus tôt. L'inscription suivante est gravée sur le monument. Vassili Petrovitch Gromov, 1910 à 1988, participant à la Grande Guerre patriotique, récipiendaire de l'Ordre de l'Étoile rouge. Court, sans détail, sans parler du ravin. 300 morts. Foyer d'incendie. Un simple soldat. Il a combattu, il a gagné, Il est revenu, et il vécut longtemps. Mais ceux qui le connaissaient bien ont dit « Vassili Petrovitch souriait rarement, surtout la nuit. Il dormait souvent mal, il s'asseyait près de la fenêtre, il regardait dans l'obscurité, il pensait à quelque chose. Il restait silencieux. » Il a emporté ce souvenir avec lui, à propos de la guerre, à propos de la mort, à propos des choix. Qu'un acte héroïque et un meurtre soient parfois une seule et même chose, et la frontière entre eux est ténue, presque invisible. Il a marché sur cette ligne de crête, et il a survécu. Mais les cicatrices sont restées, pour toujours. En 1943, lors de la bataille des saillants de Koursk, un commandant de section de fusiliers se replia sur 2 kilomètres. Il attira 300 soldats allemands dans un ravin étroit et les anéantit par des tirs de flanc. Les pertes ennemies s'élevèrent à 280 morts. Une vingtaine d'hommes parvinrent à s'échapper. Nos pertes sont nulles. Il voulait lui tirer dessus parce qu'il avait abandonné son poste. Il a été décoré de l'Ordre de l'Étoile rouge. Ces tactiques étaient décrites dans un manuel destiné au commandant. Mais surtout, il a sauvé 30 vies, au prix de 300 autres. Et j'ai vécu avec ça toute ma vie.